Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. La culture, on l'a souvent dit, c'est l'âme d'un peuple. Et on peut dire qu'en ce moment, bien sûr, l'avenir est complexe. La situation à l'international, on parle d'austérité à Québec. Non, on va juste être plus prudent, disait le ministre Kerr. Mais en demeure pas moins que la culture est souvent ce qu'on relaie à la dernière ligne du budget. J'étais porte-parole en culture et patrimoine lorsque j'étais député à Ottawa. Et les questions culturelles arrivaient toujours, genre, une question numéro 27 sur 40. Hein, vous voyez un peu, alors, même si on trouve ça très important, c'est souvent le dernier point qu'on traite. Et on sent une urgence dans le milieu culturel actuellement. On le sent chez les artistes, on le sent chez les créateurs, on le sent dans tous les milieux, mais on le sent aussi même chez un de nos invités de ce matin, qui est l'ancien président, directeur général du Conseil des arts du Canada, Simon Brault. Bonjour, M. Brault. Bonjour. Et je suis vraiment ravi de vous avoir en présence d'une créatrice, Catherine Bodmer. Bonjour, vous êtes photographe à la base. Oui. Et vous êtes directrice générale du regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, donc des lieux de création, à Ottawa, je me rappelle, on appelait ça des Creative Hubs. Je me souviens que c'était quelque chose qui était très poussé à l'époque par le ministère de la Culture. Simon Brault, vous avez publié une lettre assez alarmante sur la situation de la culture. Expliquez-nous ce qui vous inquiète en ce moment. Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est cette situation-là où on est, en principe, après la pandémie. En réalité, on est après la pandémie. On a vécu une période de temps pendant laquelle le secteur culturel a été extrêmement fragilisé, empêché en grande partie de faire ce qu'il fait normalement. Mais pendant cette période de pandémie, on a aussi eu en place une espèce de filet de protection avec la PCU et autres, qui a fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup d'artistes puis que le système est passé à travers cette crise-là. C'était pas des aides ciblées, mais il y avait beaucoup de sous qui avaient été lancés pour soutenir tout le monde en général. Donc, les gens se sentaient moins vulnérables qu'ils ne le sont maintenant, par contre. Oui, mais pour avoir été moi-même beaucoup dans les discussions avec le ministère des Finances, à l'époque, je dirigeais le Conseil des arts, c'était la première fois qu'on acceptait que les artistes soient traités de la même façon que tous les autres travailleurs dans l'économie. Puis ça n'a pas été si simple que ça à négocier. Mais c'est arrivé. Et après la pandémie, beaucoup de gens se sont imaginés qu'on allait revenir à la situation pré-pandémique, qui n'était pas si merveilleuse que ça, mais beaucoup de gens ont visé ça comme objectif. On s'est rendu compte, après la pandémie, que les publics n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, qu'il y avait une falaise financière énorme parce que ces aides-là de spéciales du gouvernement ont cessé d'un coup sec. Et on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde a voulu revenir aux affaires comme c'était autrefois, mais c'est impossible. Ce que je trouve à l'heure actuelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup une perte de confiance de beaucoup d'artistes puis de beaucoup de dirigeants d'organismes artistiques dans les systèmes de subvention. Puis il y a une immense inquiétude quand on se retrouve dans une situation où on ne peut pas travailler. Puis dans le milieu des arts, en particulier dans toutes les formes d'art, on ne peut pas travailler en continu quand on est un créateur, une créatrice ou un interprète. Il y a des moments où on travaille pas. Bien sûr, il y a des moments de dormance. Puis là, l'espèce d'illusion qui existe à l'heure actuelle, c'est que tout le monde se dit, pour payer l'épicerie, j'ai besoin d'une subvention. Mais une subvention, ça ne devrait pas servir à payer l'épicerie. Ça devrait servir à créer. Et cette réalité-là, je me tourne vers vous, Mme Bodmer, un regroupement pour les centres d'artistes autogérés du Québec, c'est précisément parce que, oui, il y a la création, il y a l'idée, il y a l'inspiration, mais il y a aussi les outils qui nous permettent d'aller au bout de nos idées. C'est ce que font ces centres d'artistes. On cherche à mettre en commun des ressources, des lieux, et ce qu'évoquait M. Brault ici, c'est que, ultimement, on n'est plus capable d'acheter de la peinture quand on est peintre. Oui, en fait, je partage évidemment les constats de Simon Brault dans le sens où on a une expérience pendant la pandémie, même un espoir, je dirais qu'enfin, pas seulement on est reconnu comme des travailleurs autonomes, qui contribuent à la société, mais aussi qu'il y a une place pour la culture qui est essentielle. Donc, quand on parle de santé, on parle d'éducation, la culture, en quelque sorte, représente un troisième pilier qui contribue énormément au lien social, au bien-être des personnes, à la santé mentale. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Et donc, la déception de voir maintenant que le gouvernement on dirait recule par rapport à toute cette
réalité à laquelle tout le monde est confronté, d'une inflation quand même galopante et qui a pas et les argents n'ont pas suivi. Donc ça plonge le milieu au complet. Et moi, évidemment, une forme de marasme, dans une grande précarité. Puis on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Puis peut-être si je peux parler des centres d'artistes autogérés, moi personnellement, je suis artiste aussi, mais là je me dédie beaucoup à la cause commune. Et ce que ça représente, ces centres-là, je veux quand même mentionner qu'on en a 80 à travers le Québec. Il y en a à peu près une trentaine à Montréal, il y en a une dizaine à Québec. Oui, on se parlait de la Méduse tout à l'heure. Par exemple, comme un exemple, la Méduse qui en regroupe plusieurs. Et dans les régions aussi éloignées, Rouyn-Noranda, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est des lieux pour les artistes. Très important parce qu'on parle aussi d'une rétention des artistes dans les régions. On ne veut pas que tous les artistes convergent vers les grands centres. Parce que c'est aussi une identité culturelle qu'on apprécie quand on visite. Par exemple, moi, je me rappelle, Simon, j'évoquais les hubs culturels de la politique du ministère du Patrimoine à l'époque. Et je me rappelle, on parlait à l'île du Prince-Édouard, tout près du Traversier, il y avait un endroit qu'on voulait bâtir pour regrouper c'est que les artistes ont besoin de lieux pour créer, ont besoin d'espace, mais ça amène aussi beaucoup de vie. D'ailleurs, autant vous deux, j'aimerais vous entendre sur la proposition de M. Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain d'hier, qui évoquait à quel point l'art est faut reconnaître le travail des artistes et l'art est important pour tout le monde, même pour le milieu des affaires. Tant c'est quelque chose, je pense. Oui. Puis je te tutoyais, pardonnez-moi. Oui. Ben, on s'est quand même pas mal vu à Ottawa. Ouais. Mais une chose qui est quand même... Je viens de publier un livre qui est sorti en septembre, puis d'ailleurs, c'est beaucoup à l'occasion de la tournée autour de ce livre-là que j'ai rencontré tellement de monde pour parler de la situation, qui s'appelle Et si l'art pouvait changer le monde. Et dans ce livre-là, je fais le tour des enjeux en disant qu'au fond, au moment où on est rendu à l'heure actuelle, il y a... c'est fascinant parce qu'à l'échelle internationale, puis même au Canada, quand on regarde les plus grosses transactions financières des dernières années, elles se sont déroulées dans le secteur des médias, Trump et Musk, on le voit aux États-Unis, et dans le secteur de la culture. Et c'est un secteur qui génère des centaines de milliards de dollars, mais ce secteur-là se développe de plus en plus avec une exploitation éhontée des gens qui sont à la création puis des gens qui sont en l'interprétation. Donc, on a un modèle actuellement en culture à l'échelle mondiale, puis j'ai beaucoup travaillé aussi à l'échelle internationale, qui est contraire à tous les principes du développement durable. Et même au Québec, quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est pas normal qu'un des secteurs importants qui fait la fierté des gens qui vivent au Québec, la culture québécoise, se fasse sur le dos des artistes. Se fasse sur le dos. En fait, on est dans une situation où on demande aux gens presque de s'auto-exploiter. La fameuse vocation. Il y a un problème, oui, c'est ça. Donc, Mme Bodmer, votre réaction à ça? Oui, absolument. Donc, on ne peut plus accepter cette précarité-là parce qu'on voit les conséquences. Tout simplement, il y a des organismes qui ferment leurs portes. On parle, dans le fond, des fois, je trouve ça utile d'utiliser des métaphores comme, par exemple, la désertification, l'assèchement d'un terrain. On a besoin de ce compost-là qui fait en sorte qu'il y a une relève aussi, que ce terrain-là continue à alimenter les imaginaires. Donc, c'est pas juste pour occuper les artistes pour qu'ils puissent faire de la création, c'est évidemment aussi pour avoir une offre singulière, québécoise. Avoir accès à l'art aussi. Parce que l'art est accessible, surtout... ça dépend, là, je parle évidemment peut-être d'un point de vue plus milieu des arts visuels. On a des lieux qui sont gratuits, que les gens peuvent fréquenter, donc sans un engagement financier, par exemple. Mais bon, à travers le Québec, je veux aussi peut-être mentionner qu'il y a beaucoup d'artistes je pense qu'il y a des préoccupations de santé mentale qu'il faut vraiment prendre au sérieux aussi. Comme dans ce milieu de travail, comme dans tous les milieux de travail, mais encore plus, là, probablement, bien sûr, parce que mais qui a à voir la situation... avec cette désertification. Tout à fait, M. Brault. Puis je rebondirais sur cette idée-là, puis aussi sur la référence que j'ai faite tantôt au président de la Chambre de commerce de Montréal. Moi, je pense que c'est vraiment important à l'heure actuelle que la discussion sur l'avenir
l'avenir des arts et de la culture soit pas simplement une négociation entre le milieu des arts qui a pas assez d'argent et les gouvernements. Je pense que c'est important que l'ensemble de la société reconnaisse en quel point c'est une valeur fondamentale, puis c'est une nécessité. Puis je pense mais c'est ça qui nous distingue. Oui, moi qui passe absolument. Ma vie à parler de la distinction entre le Québec et le reste du Canada, c'est au niveau culturel en particulier que ça s'exprime. Et ça a été, ça aussi, pendant la pandémie, ça a été quelque chose d'assez unanime dans la population de dire, ben au moins, je veux dire, on a la culture, puis et on peut se réfugier là-dedans le temps que la tempête passe. Et cette reconnaissance-là, à mon avis, c'est quelque chose que parfois les politiciens oublient, que les gens d'affaires oublient, que les artistes, même quand ils sont totalement découragés, oublient. Il y a une vraie reconnaissance par la population. Puis la raison pour laquelle, moi, je propose beaucoup la tenue d'un sommet national sur l'avenir de la culture au Québec, c'est pour être capable d'avoir dans un même lieu les représentants de toutes les formations politiques au Québec, de la société civile, les artistes, les producteurs, en fait que tout ce monde-là se dise, ben c'est important pour notre avenir, c'est très menacé avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est probablement menacé à nouveau avec l'arrivée possible de M. Poilievre, qui déjà promet un démantèlement en tout ou en partie du système de subvention. Oui. Donc, on a à l'heure actuelle une situation où il y a une urgence nationale et il faut une réponse à cette urgence-là, à mon avis, qui soit très publique, très transparente. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas toutes les autres négociations, manifestations. Je pense que tout ça est nécessaire, mais à un moment donné, il faut comme canaliser ça vers quelque chose qui permet de faire le point puis de nous relancer. Puis on l'a fait au Québec dans le passé, des sommets comme ça. Mais M. Brault, on sait que Mathieu Lacombe a quand même jusqu'ici, je pense, démontré beaucoup d'ouverture, mais Mme Bodmer, j'aimerais ça, parce que dans la lettre qu'a publiée Simon Brault, il évoque ici, je trouve que c'était tellement une phrase incroyable, l'emprise des multinationales fabriquant la popularité numérique en langue anglaise apparaît de plus en plus inébranlable. Les revenus d'abonnement et de billetterie, ce sont vos mots, sauf exception, sont captés par ce qui brille et rassure. Pour vous qui êtes une artiste, devoir rassurer pour avoir votre place sur le podium, c'est une composante impossible. Ouais. Ben, c'est sûr que ça parle d'un modèle excessivement, selon moi, là je parle un modèle entrepreneurial, un modèle néolibéralisme où c'est la loi du plus fort. Donc, il faut à tout prix produire ou proposer des productions qui vont se vendre, donc qui vont se ajuster à un marché. Et puis, pour une grande partie du milieu qui essaie plutôt de questionner notre société, inciter à la réflexion, à la contemplation, au ralentissement, qui deviennent des formes de résistance aussi justement à un monde qui tourne trop vite. Je pense qu'il y a un terreau pour parler de ça après les fêtes, parce que beaucoup de gens ont écrit pendant les fêtes dans les médias. Tout le monde est à l'introspection un peu pendant les fêtes. Beaucoup de gens écrivent des contes. Isabelle Maréchal a écrit un conte de Noël dans le Journal de Montréal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une place, la mélancolie, le fait de ne rien faire, puis de regarder la neige tomber entre Noël puis le jour de l'an, ça amène une forme de réceptivité à une créativité intérieure, mais une réceptivité à la création des autres? Ben, c'est-à-dire que ce que je veux dire avec ça, oui, effectivement, c'est qu'il faut créer une place pour développer ces processus-là. Puis c'est comme un laboratoire. On peut imaginer un laboratoire où les artistes explorent, prennent des risques. Et des fois, ça se passe parallèle à la brillance ou le succès ou une garantie, en tout cas, où on entend l'argent sonner. Donc, c'est ça où, là, je pense, c'est là où la société québécoise puis l'État jouent un rôle excessivement important. Donc, je pense qu'il faut aussi parler de ça, du financement. D'ailleurs, vous évoquiez de ça. En début de segment, on se parlait de la manifestation qui aura lieu le 22 janvier devant les bureaux du premier ministre. Vous m'évoquiez que votre regroupement soutient. Quelles sont les demandes en général dans le milieu? Vous avez exprimé votre vision pour un sommet. Vous, du côté des créateurs que vous représentez par vos regroupements, qu'est-ce que vous sentez qui est attendu de la part d'un gouvernement comme celui du Québec? Alors là, je pense que ça serait utile de mentionner que
les associations, les regroupements, donc nous, on représente derrière nous plein de membres. Ben oui. Et on s'est rallié autour de le Front commun pour les arts. Mm-hmm. Alors, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça aussi parce que c'est assez exceptionnel qu'un Front commun se forme théâtre, danse, cirque, musique, art visuel, littérature. Donc, on s'est toutes mis ensemble pour revendiquer un meilleur financement des arts. Donc, on s'est vraiment concentré sur le Conseil des arts et des lettres. Du Québec. Pour le moment, parce qu'on a réagi fortement au budget qui a été annoncé l'an dernier, donc pour la culture, qui nous a vraiment mis sur la touche, en colère, on peut dire. Puis la manifestation, la GEMAC, qui est la grande mobilisation des arts, qui a en fait initié ces manifestations dans la rue qui ont commencé le printemps dernier. C'est un mouvement du terrain, transversal, à travers toutes les disciplines, plus radical, qui veulent quand même... qui monte la température. Puis je pense que on travaille ensemble. Je pense que le Front commun, qui est plus représente un groupe peut-être avec un certain réalisme aussi, où on a vraiment ces échanges-là avec le politique, mais le GEMAC l'ont également. Donc, mais ça donne une idée du bouillonnement quand même. Exactement. Il y a un gros bouillonnement. Simon, et donc, il y a des voix comme la vôtre qui s'ajoutent à toute cette mobilisation plus globale, je crois. Oui, puis c'est intéressant parce que dans le bouillonnement, ce qu'on a vu notamment cet automne, le même jour, en fait, dans les médias, il y avait 2 lettres qui étaient parues. Une qui revendiquait plus d'argent pour le financement des arts, puis une autre lettre qui était signée par des Guillaume Lepage, des gens plutôt des vedettes, qui disaient quand on regarde la production du côté des industries culturelles, l'argent ne percole pas jusqu'aux créateurs. Donc, et ça, c'est un enjeu qui vous interpelle, parce que je me rappelle de votre refonte des modèles au Conseil des arts. Complètement. Donc, pour moi, cette question-là, à l'heure actuelle, il y a une question de combien d'argent pour la culture. Il en faut plus, je suis d'accord. Il y a aussi la question de comment cet argent est distribué et qui la reçoit en fin de course. Et il y a aussi la question de s'assurer qu'on ne confonde pas le fait qu'il y a des systèmes de subvention et le besoin de protéger les artistes quand ils sont en perte de revenus parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Parce que c'est impossible si, par exemple, on est une actrice de théâtre de faire 6 pièces de théâtre par année pour travailler tout le temps. Il y a des périodes où on est en chômage. Et ça fait partie du travail. Donc, et ça fait partie aussi du rythme de création chez les artistes aussi. J'imagine d'avoir des périodes de floraison, des périodes de dormance où on génère des idées. Mais par exemple, si on obtenait un sommet auquel les différents regroupements pourraient évidemment prendre part, ça va de soi. Devrait, bien sûr. C'est un euphémisme de le dire. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à quoi? Par exemple, hier, on en discutait avec M. Leblanc, puis c'est une vieille proposition électorale. On peut parler d'un revenu de base garanti pour tous les citoyens, mais on peut aussi parler de l'étalement du revenu, par exemple, pour des créateurs. Alors, il y a une année où on vend 12 sculptures, puis on les vend 2 000 $, fait qu'on fait 24 000 $. L'année suivante, on fait rien. Est-ce qu'on peut déclarer 12 000 par année au lieu d'une fois 24 000, puis l'année d'après zéro? Il y a des mesures fiscales comme ça. Il y a des systèmes qui existent, comme par exemple en France depuis très longtemps, en fait, depuis avant la guerre, qui s'appellent les intermittents du spectacle, où quand quelqu'un a travaillé 500 heures dans une année, il y a droit à l'équivalent de l'assurance chômage dans les périodes d'attente. Mais et donc, il y a différents modèles qui peuvent être mis en place, mais je pense qu'il faut surtout s'attaquer à l'idée que les artistes font ce travail-là par vocation, parce qu'ils veulent le faire, puis c'est de leur faute si ils n'ont pas les revenus qui vont avec. Moi, je pense qu'il faut reconnaître que c'est du travail, puis que comme n'importe quel... Puis c'est intéressant parce que le Québec est signataire à travers l'UNESCO, le Canada aussi, de plein de conventions internationales sur le droit du travail, mais toutes ces conventions-là sont appliqué à tous les secteurs, sauf à celui des arts et de la culture. Donc, il y a vraiment, pour moi, il faut vraiment ramener des choses qui sont très humaines, qui sont des questions de droit
parce qu'on vit avec l'illusion que de toute façon, les artistes vont créer, puis de toute façon, ils vont faire. Ils peuvent pas s'en empêcher de faire du travail artistique, alors que c'est un vrai travail, puis c'est un travail qui doit être traité comme tous les autres travaux dans la société. Et si on ne le fait pas, bien, on se retrouve avec un gaspillage terrible de talent, de rêve, de santé mentale. Donc, je pense qu'on a vécu longtemps avec cette illusion-là, mais la pandémie nous a probablement fait réaliser que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'on est rendu au bout un peu de notre logique, là. Et ce sommet-là, pour moi, c'est un peu pour expliquer ça à l'ensemble de la société, puis à permettre à tout le monde de mieux le comprendre, puis d'agir. Oui, bien c'est ça, Mme Baudouin. Je peux rebondir. Je crois que ce qui est important pour moi aussi, c'est de reconnaître le travail que nous faisons en tant que regroupement association, parce que, dans le fond, un sommet, oui. J'hésite un tout petit peu parce que je trouve qu'on fait énormément d'études. On a des mémoires qu'on dépose. Compétences Culture a fait un énorme chantier sur les conditions de travail des artistes et des travailleurs culturels, parce que là, on parle des artistes, mais il faut aussi parler des travailleuses et travailleurs culturels. Et ils ont fait des recommandations, un plan d'action très concret, chiffré, qu'ils ont soumis au gouvernement, et puis dont on parle très peu, à mon avis. Et puis, c'est donc du travail qui a été accompli avec l'aide de la communauté. Donc, c'est pas juste un groupe qui a réfléchi. Donc, il y a toutes sortes de travaux que je pense qu'il faut les mettre à profit. Donc, s'il y a une espèce de vitrine plus publique autour de la question, il faut pas... il faut se baser sur ce qui a déjà été constaté. Non, il faut surtout pas la roue, non. Parce que l'inquiétude, c'est peut-être aussi de déployer tous ces moyens-là pour organiser un forum ou et quand cette énergie et cet argent-là... On cherche une tablette pour déposer le rapport. On a besoin de l'investir... Je l'ai piqué, là. Oui. Ben, en tout cas, mais en réalité, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'il faut bien doser là, dans le déploiement. Dans les 40 dernières années, j'ai lu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de rapports et de livres et de ça. La question qui vient toujours à la fin, c'est pas tellement qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Ben oui. Et la volonté politique, elle ne vient que s'il y a une pression de l'ensemble de la société. C'est ça. Je me souviens très bien quand il y a eu le sommet, j'étais là, de Lucien Bouchard sur l'économie, quand il y a eu le sommet à Montréal, une situation où les gens venaient puis disaient, mais on a déjà dit tout ça. Oui, mais ça n'a pas été entendu. Puis la façon de s'assurer qu'à un moment donné, il y a des consensus sociaux puis qu'on dise, OK, ça, c'est intouchable. Et ça arrive dans plusieurs secteurs. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, on donne plus d'accès aux gens qui ont un handicap dans la société? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des pressions, mais aussi comme société. C'est une valeur qu'on met de l'avant. Il faut la mettre de l'avant et il faut légiférer là-dessus, il faut agir. Et je pense qu'on en est rendu là. Je pense que c'est pas une question... même le ministre de la Culture, en fait, a besoin de cette pression qui vient de tous les milieux et de toutes les formations politiques. Oui, parce qu'il fait de la politique. Lui, il doit être réélu et son parti doit être réélu. C'est politique, ces enjeux-là. Donc, il faut des forums politiques parce que le problème, c'est qu'on peut faire beaucoup d'études, beaucoup de recherches, de statistiques et tout ça, déposer des rapports, mais tout ça, ça s'empile sur d'autres rapports avec d'autres priorités. Donc, l'idée d'un sommet, c'est pas tellement d'arriver avec des nouvelles solutions, mais c'est d'arriver à un dialogue public commun en même temps avec toutes les forces vives de la société pour affirmer qu'une chose est importante pour notre avenir collectif. Je pense que... Oui, allez-y, Mme Bonnemère. Oui, en fait, pour dire qu'on a un travail à faire, évidemment, au niveau politique, sensibiliser, parce qu'on constate aussi que l'écosystème culturel est tellement complexe et diversifié, mais c'est ça la beauté aussi, qu'il faut quand même beaucoup aussi faire ce travail-là de sensibilisation au niveau des députés, au niveau du ministre ou le ministère, disons, et d'une part. Et d'autre part, on a besoin du soutien du public. Donc, c'est vraiment ça où, comment on peut... rallier les personnes avec nous pour que le gouvernement sent aussi que c'est pas juste
servir les artistes, mais c'est vraiment servir une société au complet. Je présuppose que des moments de médiation culturelle, comme par exemple les Journées de la culture, c'est des moments où vous cherchez à réseauter, à faire connaître votre existence, à inviter la population dans vos différents regroupements, bien sûr, parce que l'art public amène beaucoup, là, quand on marche, je sais pas moi, sur la rue Sherbrooke, puis qu'on passe devant le Musée des Beaux-Arts, ben, c'est un beau bâtiment, mais cet arbre en verre coloré. Et d'ailleurs, les Journées de la culture, c'est sorti d'un sommet. C'est sorti du sommet de Lucien Bouchard en 97. Alors, donc, vous avez commencé en photographie. Moi, je tiens juste à rappeler Simon Brault, qui n'a pas juste l'air de quelqu'un qui est bien habillé puis qui connaît ça de la culture, mais vous avez, tout d'abord, avant d'être au Conseil des arts, vous étiez directeur de l'École nationale de théâtre, qui est sur Saint-Denis, où beaucoup de comédiens de théâtre très connus, et même bilingues, Mme Sandra Oh, je pense, est passée là. Mais vous êtes entré là comme... Vous n'êtes pas entré là comme directeur. Non, je suis entré comme assistant comptable. Je trouve ça merveilleux comme histoire. J'étais en 86, en 82, après avoir été dans les mouvements de gauche, puis d'avoir été en chômage longtemps. Et la culture vous a dévoré. Ben, je suis rentré là, puis je me suis rendu compte, OK, il y a quelque chose à faire ici, puis je pensais être là juste pour avoir l'assurance chômage, puis ça fait 45 ans. Ben, écoutez, en tout cas, c'est un bel échange, puis je pense que c'est une occasion vraiment de faire de la médiation. Il faut rappeler à quel point c'est important. Et il va falloir, bien sûr, que tout le monde mette l'épaule à la roue parce qu'il faut des sous pour ça. Alors, il faut que tout le monde paie ses impôts, les individus, mais les grandes compagnies aussi. Alors, absolument. Simon Brault, ancien président du Conseil des arts du Canada, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Bodmer, merci beaucoup pour le regroupement. Soyez là le 22 janvier. Oui, pour cette grande manif. Pour la manifestation, ça ne va pas être juste une manif d'artistes. Tout le monde est bienvenu qui veut soutenir la cause de la culture. Sur la culture. Merci beaucoup. Merci. On se revoit tout à l'heure.